La pointe du stylo touche le papier et le son, dans le silence du bureau, est comme un coup de feu. Je sais que c'est le moment. Le moment où je tue ma famille. Pas avec un couteau ou une balle, non, c'est pas mon genre. Je les tue avec de l'encre sur un contrat. Avec une signature qui va démolir leur monde, brique par brique, exactement comme ils ont démoli le mien. Ma main ne tremble pas. Mon cœur ne bat pas plus vite. Il y a juste ce froid, cette clarté terrible qui me dit que c'est la seule chose à faire, la seule dette qui peut être payée de cette façon. Leurs visages me reviennent en tête, souriant, au mariage de ma sœur, dépensant mon avenir un canapé à la fois. Et je signe. Je pousse le stylo, je trace les lettres de mon nom, et je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Avant que je te raconte ce qui s'est vraiment passé à cet instant où ma vie a failli basculer, commande de quelle ville tu écoutes cette histoire et abonne-toi à la chaîne. Ça aide beaucoup. Maintenant, laisse-moi retourner au début. Tout a commencé avec une odeur. L'odeur des lys. Ma mère, Catherine, en avait commandé des tonnes d'échantillons pour le mariage de Chloé. Ça sentait le salon funéraire de luxe dans toute la maison de Boucherville. Une odeur sucrée, lourde, qui te collait à la peau et qui me donnait mal au cœur. Je passais dans le corridor et je les voyais, ma mère et mon père, Marc, penchés sur la table de la cuisine, entourés de magazines de mariage, de bouts de tissu, de cartes de menu. Ils chuchotaient, ils riaient. C'était comme s'ils préparaient un couronnement. Pas un mariage. Chloé, ma grande sœur, la princesse en question, n'était même pas là la plupart du temps. Elle était à ses essayages, à ses dégustations, à ses parties de bachelorette. Elle vivait le rêve. Et moi, je payais pour. Je ne le savais juste pas encore. J'avais 20 ans. J'étudiais en architecture au cégep, un programme qui demandait tout mon temps, mais je travaillais quand même 2 jobs. Serveuse dans un resto déjeuner les fins de semaine, commis dans une pharmacie les soirs de semaine. Chaque dollar que je gagnais allait dans mon compte, à côté de l'argent que mes grands-parents m'avaient en laissé. Un fonds d'études, qu'ils appelaient ça. Mon avenir. Mon billet de sortie de cette maison, où je me sentais de plus en plus comme un meuble qu'on avait oublié de jeter. Je les regardais planifier, et un petit nœud froid se serrait dans mon ventre. La robe de designer. La salle de bal historique dans le vieux Montréal. Le souper 5 services pour 200 personnes. Je connaissais nos finances. Je savais que mon père avait eu des problèmes avec sa petite entreprise de construction. Ça ne marchait pas. Les chiffres dans ma tête ne balancèrent pas avec la montagne de factures qui s'empilaient sur la table. Mais chaque fois que j'essayais de poser une question, ma mère me balayait de la main avec un sourire crispé. « T'inquiète pas pour ça, Amélie. C'est des affaires de grandes personnes. » Le moment où tout a éclaté, ça n'a pas été avec des cris. Ça a été dans le silence, dans le bureau de mon père. Un soir, il m'a appelé. Sa voix était faussement joyeuse au téléphone, comme toujours quand il était nerveux. « Ma grande, tu peux venir me voir 2 minutes? J'ai quelque chose à te dire avec ta mère. » Le bureau sentait le vieux cuir et le café cheap. La seule lumière venait de la petite lampe sur son bureau, ce qui laissait le reste de la pièce dans une pénombre qui semblait avaler les sons. Ma mère était assise sur la chaise visiteur, droite comme une barre de fer, ses mains croisées sur ses genoux. Mon père était derrière son bureau, incapable de me regarder dans les yeux. Il pitonnait sur sa calculatrice, comme si ça pouvait lui donner une contenance. « Assieds-toi, Amélie, » a dit ma mère. Sa voix était douce, raisonnable. C'était toujours le ton qu'elle utilisait avant de me planter un couteau dans le dos. Je suis restée debout. Qu'est-ce qui se passe? Mon père a finalement levé la tête. Il avait son grand sourire de vendeur de chars usagés. On a une super nouvelle pour la famille. Chloé va avoir le mariage de ses rêves. On a réussi à tout boucler. J'ai attendu. Je savais que ce n'était pas ça, la vraie nouvelle. Le nœud dans mon ventre est devenu une pierre. Catherine a pris le relais. Ton père et moi, on a dû prendre une décision d'affaires. Pour le bien de tout le monde. On a dû réallouer certains fonds. Quels fonds? J'ai demandé, même si une partie de moi hurlait déjà la réponse. Le silence a duré 1 seconde, peut-être 2. C'était assez pour que je comprenne que ma vie venait de déraper. Ton fonds d'études? A lâché mon père en regardant ses souliers. Je n'ai rien dit. J'ai juste senti le plancher se dérober sous mes pieds. 90 000 $. L'argent de mes grands-parents. Mes nuits blanches à étudier. Mes fins de semaine à ramasser des assiettes sales, chaque heure, chaque dollar, envolé. C'est pour la famille, Amélie,
a enchaîné ma mère, comme si ça expliquait tout. Ta sœur a besoin de ce départ dans la vie. Un bon mariage, c'est un investissement dans notre futur à tous. C'est important pour les contacts de ton père, pour notre statut. Tu comprends, n'est-ce pas? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment il pouvait me regarder en face et me dire ça. Mon père s'est levé, a contourné son bureau et m'a mis une main sur l'épaule. Un geste qui se voulait réconfortant, mais qui m'a brûlé comme de l'acide. Elle te remboursera un jour, ma grande. On est une équipe ici. On se serre les coudes. Une équipe. J'avais envie de vomir. Je les ai regardés. Le sourire forcé de mon père, le masque de contrôle glacial de ma mère. Ils attendirent que je pleure, que je crie, que je fasse une crise. Ça leur aurait donné une raison de me traiter d'égoïste, d'ingrate. Mais je ne leur ai pas donné ce plaisir. J'ai senti une seule larme monter, chaude et piquante, mais je l'ai ravalée. J'ai serré les poings derrière mon dos, si fort que mes ongles sont entrés dans mes paumes. J'ai dégluti. J'ai hoché la tête. Et tout ce que j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais même pas, c'est « d'accord ». Leur soulagement était tellement visible que c'en était dégoûtant. Mon père m'a donné une autre tape sur l'épaule. « C'est ma fille, ça !» Toujours compréhensive. Ma mère m'a même fait un petit sourire. « Tu verras, tu seras tellement fière de ta sœur. » Je suis sortie du bureau sans un autre mot. Je suis montée dans ma chambre et je me suis assise sur mon lit dans le noir. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée là, vide. Le choc était trop grand. C'était comme si on m'avait amputée d'une partie de moi-même et que je regardais le membre coupé par terre, sans encore sentir la douleur. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. La petite fille qui croyait encore, au fond, que ses parents l'aimaient, elle est morte. Et à sa place, il y avait autre chose. Quelque chose de froid, de dur et de très, très patient. Le mariage a été un cauchemar. Un spectacle grotesque que j'ai regardé de l'intérieur. On m'a forcé à porter une robe de demoiselle d'honneur d'une couleur mauve qui ressemblait à un bleu sur la peau. Le tissu était cheap, il me piquait. J'ai passé la journée à sourire, à dire aux invités à quel point ma sœur était belle, à quel point tout était parfait. Chaque coupe de champagne qu'on levait, chaque toast à leur bonheur, c'était comme une pelletée de terre sur le cercueil de mes rêves. Je regardais l'argent, mon argent, se transformer en pyramide de macarons, en sculpture de glace, en arrangements floraux qui coûtaient plus cher que mon loyer d'un mois. Chloé flottait au milieu de tout ça, rayonnante, complètement inconsciente. Elle n'était pas méchante, ma sœur. Juste habituée à être le centre de l'univers, à ce que tout lui soit dû. Elle est venue me voir pendant la soirée, son verre à la main, un peu pompette. « T'es silencieuse, Amélie. T'amuses-tu pas? » J'ai souri de toutes mes dents. « C'est magnifique, Chloé. Tout est parfait. Tu le mérites. » Elle m'a cru. Bien sûr qu'elle m'a cru. Pourquoi aurait-elle pensé autrement? Le monde avait toujours tourné autour d'elle. C'est pendant la réception que la première pièce du puzzle s'est mise en place. J'étais sortie sur la terrasse pour prendre l'air, pour échapper au bruit et à l'odeur des lys qui me suivaient partout. J'ai entendu la voix de mon père. Il était au téléphone, caché derrière une colonne. Sa voix n'était plus celle du bon gars jovial. Elle était tendue, nerveuse. « Non, non, écoute, la garantie est solide comme du roc. C'est un prêt commercial, mais la base est personnelle. Intouchable. Oui, c'est réglé, l'argent est liquide. On peut passer chez le notaire la semaine prochaine, une garantie solide. Un prêt commercial, l'argent est liquide. » Les mots flottèrent dans l'air froid de la nuit. Et soudain, ça a cliqué. Ce n'était pas juste qu'ils avaient repris mon argent. C'était plus compliqué, plus sale que ça. Une petite graine venait d'être plantée dans mon esprit. Une graine de suspicion qui allait grandir et devenir une certitude absolue. La soirée s'est terminée. Les invités sont partis. La musique s'est tue. Je me suis retrouvée seule dans la grande salle de bal vide. Les serveurs ramassèrent les verres, les nappes tachées. L'endroit avait l'air triste et fatigué, comme après une fête trop arrosée. Je suis restée là, au milieu des confettis et des rêves de quelqu'un d'autre, et j'ai regardé le désordre. Mon futur, étalé par terre en miettes. C'est à ce moment-là que la décision a été prise. Ce n'était plus une question d'être triste ou en colère. C'était devenu une question de comptabilité. Ils m'avaient volé 90 000 $. Ils avaient une dette. Et j'allais devenir leur créancière. Je n'étais plus leur fille, la petite Amélie silencieuse. J'étais quelqu'un à qui ils devaient quelque chose. Et j'allais m'assurer qu'ils paient, avec les intérêts.
Je suis rentrée à la maison avec eux, en silence. Dans la voiture, Chloé et son nouveau mari riaient en regardant les photos sur leur téléphone. Mes parents parlaient de la réussite de la soirée. Personne ne m'a adressé la parole. C'était comme si j'étais invisible. Arrivée dans ma chambre, je n'ai même pas enlevé ma robe mauve. Je me suis assise sur mon lit, j'ai sorti mon cellulaire. Mes doigts tremblaient un peu, pas de peur, mais d'une sorte d'énergie nouvelle, froide et électrique. Je n'ai pas regardé les photos du mariage. J'ai ouvert le navigateur Internet. Dans la barre de recherche, j'ai tapé lentement 2 mots qui allaient changer le cours de nos vies pour toujours. Comptable judiciaire. Ma vie, avant que tout explose, c'était un plan d'architecte. Chaque ligne avait sa place, chaque mesure était calculée. Le matin, c'était le cégep. L'odeur de la poussière de crayon sur le papier, le son sec des règles T sur les planches à dessin. C'était mon monde. Un monde de logique et de structure où tout faisait du sens. Les après-midi et les soirs de semaine, c'était la pharmacie. Une odeur propre, chimique, le bip constant de la caisse et les conversations polies sur la météo. La fin de semaine, c'était le resto-déjeuner. L'odeur du bacon, le bruit des assiettes qui s'empilent et les sourires fatigués des clients. Chaque job, chaque heure, c'était une brique de plus pour mon avenir. Je regardais le chiffre dans mon compte en banque monter, lentement mais sûrement, et c'était la seule chose qui me semblait vraiment solide, vraiment à moi. À la maison, c'était différent. Il n'y avait pas de plan. C'était un chaos d'émotions contrôlé par ma mère. Les soupers en famille étaient devenus des réunions de production pour le mariage de Chloé. On ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. On me demandait si la couleur des serviettes de table allait bien avec les centres de table. Je me souviens d'une fois, j'étais épuisée après un double shift. Et ma mère a étalé des échantillons de gâteaux sur la table. Elle m'a demandé mon avis. J'ai dit que ça m'était égal. Son visage s'est durci. Amélie, c'est important. C'est pour l'image de la famille. Mon père, comme d'habitude, n'a rien dit. Il a juste hoché la tête en beurrant sa toast, comme si l'image de la famille était plus nourrissante que la nourriture elle-même. C'était un petit signe, une fissure dans le mur que je ne voyais pas encore. L'image était tout ce qui comptait, et j'étais juste un élément du décor. Chloé, elle, flottait au-dessus de tout ça. Elle n'était pas méchante, non. Elle était juste ailleurs. Dans un monde où les problèmes n'existaient pas, parce que quelqu'un d'autre s'en occupait toujours. Elle rentrait à la maison avec des sacs de magasinage, nous montrait la dernière décoration hors de prix qu'elle avait trouvée, parlait de sa lune de miel à Bali comme si c'était un dû. Elle ne voyait pas mes cernes. Elle ne voyait pas que je portais les mêmes jeans depuis 3 ans. Une fois, elle m'a vue en train de faire mes budgets sur mon ordinateur et elle a ri. Mon Dieu, Amélie, t'es tellement sérieuse avec tes chiffres. Profite un peu de la vie. Elle ne comprenait pas que ces chiffres, c'était ma vie. C'était mon seul moyen de m'en construire une, loin d'ici. La vraie ombre, c'était ma mère. Catherine. Elle avait cette façon de dire les choses les plus dures avec la voix la plus douce. Un soir, elle est entrée dans ma chambre pendant que je travaillais sur un projet. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a regardé mes plans. « C'est bien tout ça, a-t-elle dit. Tu es tellement intelligente, tellement indépendante. On est fiers de toi. Mais n'oublie jamais que la famille, c'est le plus important des projets. C'est la fondation sur laquelle tout le reste est bâti. » Ces mots sonnaient bien, mais ils étaient froids. C'était comme si elle posait une hypothèque sur mon avenir, une dette invisible que je ne savais pas encore que je devrais payer. En la regardant sortir de ma chambre, un frisson m'a parcouru le dos. C'était un pressentiment étrange. La sensation que ma fondation, celle que je croyais si solide, était construite sur du sable. La première visite de ma mère dans mon nouvel appartement a eu lieu 2 semaines après le mariage. Je venais de déménager dans un petit 3,5 sur le plateau, un endroit avec des planchers qui craquent et des tuyaux qui gargouillent. Mais c'était à moi. C'était mon quartier général, mon sanctuaire. L'air sentait le café-filtre et les livres de bibliothèque. J'étais assise par terre, entourée de papiers de l'aide juridique, essayant de comprendre le jargon des fiducies et des hypothèques. C'était comme apprendre une nouvelle langue, la langue de la trahison. Le silence était total, brisé seulement par le grattement de mon crayon sur le papier. Puis, la sonnette a retenti. Un son strident, agressif, qui n'avait pas sa place dans mon silence. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Je ne m'attendais à personne. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Catherine. Parfaitement coiffée, son manteau beige sans un pli, un sac à main de luxe accroché à son bras. Elle portait ce parfum dispendieux,
un nuage floral qui a immédiatement envahi mon petit corridor et a semblé étouffer l'odeur de mon café. Elle m'a souri, un sourire de façade qui n'atteignait pas ses yeux. « On ne te voit plus à la maison, Amélie. » Je m'inquiétais. Je suis venue voir si tu étais toujours en vie. Son ton était léger, presque blagueur, mais c'était une accusation. Une lame de rasoir cachée dans de la soie. Elle est entrée sans que je l'invite, ses talons cliquant sur mon plancher de bois cheap. Son regard a balayé la pièce, les piles de livres, mon matelas par terre dans le coin, la vaisselle qui séchait à côté de l'évier. Un léger plissement de dégoût a traversé son visage avant qu'elle ne le cache derrière un autre sourire. « C'est simple ici. Tu as besoin d'argent? Ton père et moi, on peut t'aider. » Je suis restée près de la porte, les bras croisés. Non, ça va. Je me débrouille. La voir là, dans mon espace, c'était une violation. C'était comme si elle essayait de reprendre le contrôle, de me ramener dans son monde où elle dictait les règles. Elle s'est approchée de ma table basse, où mes papiers étaient étalés. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On dirait que tu prépares un examen. J'ai senti une vague de panique froide me monter à la gorge. J'ai rapidement ramassé quelques feuilles pour cacher les mots aide juridique et fiducie. C'est pour un cours, j'ai menti. Ma voix était plate, sans émotion. Je me suis forcée à la regarder dans les yeux. Elle a plissé les siens, essayant de lire en moi. Tu es devenue si distante, Amélie. Depuis le mariage de Chloé. Tu devrais être heureuse pour elle. C'est ta sœur. On est une famille. Le mot famille sonnait comme une insulte dans sa bouche. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas venue parce qu'elle s'inquiétait. Elle était venue pour vérifier que j'étais toujours sous son emprise. Pour s'assurer que la petite Amélie silencieuse n'allait pas faire de vagues. Elle voulait voir de la tristesse, du ressentiment, peut-être. Quelque chose qu'elle aurait pu gérer, qu'elle aurait pu manipuler. Mais elle n'a trouvé que du vide. Un mur. Je suis juste occupée, maman. L'école, le travail. C'est tout. Elle a soupiré, un soupir théâtral de mère déçue. D'accord. Mais n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas qui t'a tout donné. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée, sa main sur la poignée. Sa voix est devenue douce, presque un murmure. Ta sœur a appelé de Bali. Elle dit que c'est le paradis, grâce à nous tous. Fais attention à toi, ma chérie. Elle est partie, laissant derrière elle son parfum et une tension si épaisse que je pouvais presque la toucher. J'ai verrouillé la porte et je me suis appuyée contre, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas de la peur, c'était de la rage, une rage pure, froide et limpide. Elle venait de me le confirmer. Ils n'avaient aucun remords. Aucun. Pour eux, mon avenir n'était rien de plus que le prix d'un billet d'avion pour Bali. J'ai regardé mes papiers éparpillés sur le sol. Ce n'était plus juste une question d'argent. C'était devenu une question de principe. Elle avait voulu me rappeler d'où je venais. Oh, je n'allais pas l'oublier. J'allais leur rappeler, à eux aussi, brique par brique. Je suis retournée à mes papiers, mais cette fois, mes mains ne tremblaient en plus. La tempête n'était plus une possibilité. C'était une promesse. La porte du bureau de l'aide juridique s'est refermée derrière moi avec un clic qui a semblé sceller mon ancienne vie. L'air frais de novembre m'a frappé le visage, mais je ne sentais pas le froid. Je ne sentais rien, à part le poids des photocopies dans mon sac. La signature était faite. L'engrenage était enclenché. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En marchant vers le métro, chaque pas sur le trottoir craquelé de la rue Saint-Denis résonnait comme un compte à rebours. Je n'avais pas peur. La peur, c'était une émotion pour la fille que j'étais avant. Maintenant, il y avait juste une clarté terrible, une sorte de calme chirurgical. J'avais coupé le membre infecté pour sauver le reste du corps. C'est ce que je me disais. Je ne savais pas encore que l'infection était déjà dans le sang. Quand je suis arrivée devant mon bloc appartement, leur voiture était là. Une grosse berline noire, trop propre et trop chère pour ma rue. Mon cœur, qui avait été si calme, a donné un grand coup dans ma poitrine, un coup douloureux qui m'a coupé le souffle. Il ne m'avait jamais rendu visite ici avant. Jamais. J'ai monté les escaliers en bois qui grinçaient, chaque marche un avertissement. J'ai entendu leur voix à travers ma porte avant même de mettre la clé dans la serrure. Ils n'avaient pas attendu. Ils avaient forcé l'entrée. Le sentiment de violation a été immédiat, physique. C'était comme s'ils avaient enfoncé leurs mains sales à l'intérieur de moi. J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, au milieu de mon petit salon. Mon père, Marc,
avait l'air d'un chien battu, les épaules basses, le regard fuyant. Ma mère, Catherine, se tenait droite comme une statue de glace. Son visage était un masque de fureur contenue. « On sait ce que tu as fait, Amélie, » a-t-elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle a tranché le silence comme du verre brisé. L'avocat du prêteur a appelé ton père. Une mise en demeure, une fraude. Tu nous as trahis. Le mot « trahi » venant d'elle était tellement absurde que j'ai presque ri. C'est vous qui m'avez trahi, j'ai dit, ma propre voix sonnant étrangement calme. Vous avez volé mon avenir. Mon père a fait un pas vers moi, les mains ouvertes en signe de supplication. On allait te rembourser, ma grande. C'était juste un mauvais moment. Il fallait sauver l'entreprise. Il fallait sauver la famille. Il fallait que Chloé soit heureuse. Ma mère l'a foudroyé du regard et il s'est tu. Elle s'est approchée de moi, lentement. Son parfum a de nouveau rempli l'air. Mais cette fois, il sentait la pourriture. « Tu ne comprends rien, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. « Tu as toujours été comme ça. Égoïste. En train de compter tes petits sous dans ton coin pendant que nous, on se battait pour maintenir notre rang, pour te donner une vie décente. Cet argent, ce n'était pas le tien. C'était l'argent de la famille. C'était ton devoir de contribuer. C'est là que j'ai vu où elle voulait en venir. Dans son monde, je n'étais pas une personne. J'étais une ressource, une ligne dans un budget. Mon regard est tombé sur une vieille mallette en cuir posée sur ma table à dessin. Mon trésor. Le seul héritage qui comptait vraiment. Les plans et les carnets de croquis de mon grand-père, lui aussi architecte. C'était la raison pour laquelle je faisais tout ça. C'était mon passé et mon inspiration. Catherine a suivi mon regard. Un sourire laid, un spasme de méchanceté pure, a tordu ses lèvres. Ah, oui, les vieilleries de ton grand-père. L'homme qui t'a mis ces idées ridicules dans la tête, qui t'a fait croire que tu étais spécial. Avant que je puisse réagir, elle a attrapé la mallette. Mon père a dit Catherine, non, mais sa voix était un faible murmure. Elle a ouvert la mallette et a sorti la pile de dessins jaunis par le temps. Le papier était fragile, les lignes d'encre délicates. C'était toute ma vie. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas eu l'air folle de rage. Elle a juste pris le premier dessin, le plan d'une petite maison de campagne que j'adorais, et elle l'a déchiré en deux, lentement. Le son du papier qui se déchire a été plus fort que n'importe quel cri dans mon petit appartement. Puis elle a déchiré le deuxième. Et le troisième. Mes pieds étaient cloués au sol. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Je regardais juste les morceaux de mon histoire, les rêves de mon grand-père, mon propre avenir, tomber en confettis sur mon plancher cheap. Mon père pleurait silencieusement dans son coin, le visage dans ses mains. Il ne faisait rien. Il ne l'arrêtait pas. Il était aussi complice dans cette destruction que dans le vol de mon argent. Quand elle a eu fini, elle a jeté les derniers morceaux par terre et a essuyé ses mains, comme si elle venait de toucher quelque chose de sale. « Voilà ce que je pense de tes rêves, Amélie, » a-t-elle dit, sa voix glaciale. « Tu veux nous détruire? Tu vas apprendre ce que c'est que de tout perdre. » Ils sont partis. Ils ont juste tourné les talons et sont sortis, me laissant seule au milieu des ruines. Le silence qui a suivi était total, assourdissant. Je suis restée debout, sans bouger, pendant ce qui m'a semblé des heures. Je regardais les morceaux de papier éparpillés à mes pieds. Chaque ligne brisée, chaque courbe déchirée, c'était une partie de moi qu'on venait d'assassiner. La douleur était physique, une brûlure dans ma poitrine qui m'empêchait de respirer. C'était ça, l'injustice irréversible. L'argent, ça pouvait se remplacer. Les études, ça pouvait se reprendre. Mais ça, c'était mon âme qu'elle venait de mettre en pièces. Ce n'était plus une question de justice. La justice était une idée froide et abstraite. C'était devenu personnel. Il n'avait pas seulement volé mon avenir. Il venait de brûler mon passé. Je me suis finalement agenouillée, lentement. Mes mains tremblaient en ramassant un petit morceau de papier. C'était un coin de page avec la signature de mon grand-père. J'ai serré le morceau dans mon poing, si fort que le papier s'est froissé et que mes ongles ont mordu ma paume. La douleur m'a ramenée à la réalité. Et dans cette réalité, il n'y avait plus de place pour la tristesse ou le doute. La fille qui espérait encore, quelque part au fond, récupérer une partie de sa famille, venait de mourir sur ce plancher. À sa place, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose de dur, de froid, et d'absolument inflexible. Il voulait m'apprendre ce que c'était de tout perdre.
J'allais leur donner le cours le plus complet de leur vie. La facture que j'allais leur envoyer ne se paierait pas en dollars. Elle se paierait en cendres. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était pire que n'importe quel cri. Il était lourd, épais, plein des fantômes de mes dessins déchirés. Je suis restée agenouillée sur le plancher pendant une éternité, je pense. Le bois cheap était froid sous mes genoux, et les morceaux de papier autour de moi ressemblaient à des flocons de neige sales. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, c'était pour la fille qui croyait encore que la douleur pouvait être lavée. Cette fille-là n'existait plus. Il y avait juste ce vide immense dans ma poitrine, un trou noir où mon cœur et mes rêves avaient été. J'ai essayé de ramasser les morceaux, mes doigts tremblants passant sur les lignes d'encre brisées, mais c'était inutile. On ne recolle pas une âme, on ne répare pas une trahison comme ça. C'était la fin, pas seulement la fin de mes études ou de ma relation avec eux, c'était la fin de moi. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard. Je ne suis pas allée à mes cours au cégep. Je n'ai pas répondu aux appels de mes patrons. Mon petit appartement, qui avait été mon refuge, est devenu une prison. Les murs semblèrent se refermer sur moi. Je restais assise dans le noir, à regarder les morceaux de papier que j'avais mis dans une boîte à chaussures. C'était tout ce qui me restait de mon grand-père, de mon avenir. J'ai arrêté de manger. J'ai arrêté de dormir. Je vivais avec le son du papier qui se déchire en boucle dans ma tête et le souvenir du sourire de ma mère. Ce n'était pas un sourire de rage. C'était un sourire de satisfaction. Elle avait gagné. Elle m'avait montré qui avait le pouvoir, qui pouvait construire et qui pouvait détruire. Elle ne m'avait pas seulement volé mon argent, elle m'avait volé l'idée même que je pouvais construire quelque chose de beau dans ce monde. La réalité a fini par me rattraper, comme elle le fait toujours. Le propriétaire a cogné à ma porte. J'étais en retard de 2 mois sur le loyer. Mes jobs m'avaient congédié. Mon compte en banque était vide. J'avais déclenché une guerre, mais j'étais la première victime. J'avais cru que la loi serait de mon côté, que la justice était une force claire et simple. Mais la justice est lente, et la fin est rapide. J'ai dû vendre mes livres d'architecture, mes outils de dessin, tout ce qui avait de la valeur. J'ai fini par me retrouver dans la rue, avec un sac à dos et la boîte à chaussures contenant les ruines de ma vie. J'avais tout perdu. Mon argent, mes études, ma maison, ma famille, et pire que tout, j'avais perdu l'espoir. Je n'étais plus Amélie Lavoie, future architecte. J'étais personne. Une ombre sur le trottoir. C'est là que j'ai touché le fond, assise sur un banc du parc La Fontaine, alors que les premières neiges de décembre commençaient à tomber, sales et humides. Le froid me rentrait dans les os, mais je ne le sentais à peine. J'étais déjà gelée de l'intérieur. Je regardais les familles passer, les enfants qui riaient, les couples qui se tenaient la main. C'était comme regarder un film dans une langue que je ne comprenais plus. L'impuissance était totale. C'était une chape de plomb sur mes épaules qui m'écrasait, qui m'étouffait. Ils avaient gagné. Ils m'avaient anéanti. Ils continuaient leur vie dans leur belle maison de Boucherville, pendant que j'étais assise sur un banc, me demandant où j'allais dormir cette nuit. Il n'y avait plus de plan, plus de structure, plus de futur. Il n'y avait que ce froid et ce vide. C'est dans ce vide, dans ce silence glacial, que quelque chose a changé. Ce n'était pas une lumière, pas un espoir. C'était quelque chose de beaucoup plus sombre. Je me suis souvenue du visage de mon père, pleurant dans son coin, trop lâche pour arrêter sa femme. Je me suis souvenue du rire insouciant de Chloé au téléphone depuis Bali, et je me suis souvenue du regard de ma mère. Ce regard qui disait « Tu n'es rien ». La tristesse s'est transformée en autre chose. Une certitude froide et lourde comme une pierre. Je savais que quelqu'un allait devoir payer pour ça, pas avec de l'argent, avec tout le reste. Il m'avait appris ce que c'était de tout perdre. J'allais m'assurer que la leçon soit bien apprise. Le froid a fini par faire son chemin à travers mon manteau cheap, mais ce n'était plus une douleur. C'était comme une piqûre d'adrénaline, un choc électrique qui a réveillé quelque chose en moi. J'ai regardé mes mains, bleues et tremblantes, et j'ai serré les poings. La fille qui pleurait était partie, gelée sur ce banc. Celle qui s'est levée était différente. Je me suis levée, mes jambes raides comme du bois. Chaque pas était une décision. Je ne savais pas où j'allais dormir, mais je savais où j'allais commencer. La grande bibliothèque. C'était chauffé, c'était gratuit, et ça avait des ordinateurs. C'était tout ce dont j'avais besoin. Les jours suivants, la bibliothèque est devenue ma maison et mon bureau.
L'odeur de vieux papier et de poussière a remplacé l'odeur de la neige sale. J'ai passé des heures devant un écran, les yeux brûlants, à dévorer tout ce que je pouvais trouver sur les fiducies, les hypothèques, les prêts commerciaux. Les mots que j'avais entendu mon père dire au téléphone pendant le mariage tournaient en boucle dans ma tête. Prêt commercial, garantie solide. La haine, c'était du carburant, mais le carburant, ça se gaspille si t'as pas de moteur. Mon moteur, c'était ma tête, cette partie de moi qu'ils avaient toujours sous-estimée. J'ai commencé à construire un dossier, à relier les points, à tracer les lignes d'un plan qui n'était pas fait de béton et d'acier, mais de leurs propres mensonges. Je vivais de café filtre et de muffins à $1, dormant dans des refuges où le son de la toux des autres était la seule berceuse. Mais je n'étais pas fatiguée. J'étais portée par une énergie nouvelle, une rage froide et concentrée. J'ai épluché les registres fonciers en ligne. J'ai trouvé l'hypothèque sur la maison de Boucherville. J'ai trouvé le nom de la compagnie de mon père et j'ai vu les dettes qui s'accumulaient. Chaque information était une brique. Chaque document était un clou dans leur cercueil. Je n'étais plus en train de pleurer sur des dessins déchirés. J'étais en train d'apprendre le langage de leur destruction. Et puis, je l'ai vue. Une phrase, enterrée dans un document juridique interminable téléchargé sur le site du gouvernement, qui a fait s'arrêter mon cœur. Elle expliquait clairement qu'une fiducie établie pour un bénéficiaire mineur, comme la mienne l'avait été par mes grands-parents, ne pouvait pas être utilisée comme garantie pour un prêt commercial, sans l'accord explicite et éclairé du bénéficiaire une fois majeur. Ils n'avaient pas juste pris mon argent. Ils avaient commis une fraude bancaire. Ce n'était plus ma parole contre la leur, c'était leur signature sur un document illégal contre la loi. La pierre dans mon estomac n'était plus du désespoir. C'était une arme. J'ai fermé l'ordinateur portable de la bibliothèque. Le clic a résonné dans le silence. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Une paix terrible, glaciale. Je n'étais plus une victime. J'étais une architecte. Et je venais de finir les plans de leur démolition. Tout ce qui me manquait, c'était l'entrepreneur pour exécuter les travaux. En sortant de la bibliothèque, l'air froid de la nuit ne me faisait plus peur. Je savais exactement où trouver l'aide dont j'avais besoin. Et je savais qu'ils ne me verraient jamais venir. La signature sur le document de l'aide juridique n'a pas fait de bruit, mais dans ma tête, c'était le son d'une bombe qui s'amorçait. Le processus légal, par contre, était lent. Un silence radio qui s'étirait, me laissant dans un entre-deux angoissant. J'avais lancé la première pierre, mais l'avalanche se faisait attendre. Et dans ce silence, une pensée froide et pratique a commencé à faire son chemin. Ils avaient appris mon argent, détruit mes souvenirs, mais ils possédaient encore des morceaux de mon identité. Mon passeport, mon certificat de naissance, ma carte d'assurance sociale, tout était encore dans le classeur du bureau de mon père, à Boucherville. Des armes qu'ils pourraient utiliser pour me compliquer la vie, pour me retenir en otage d'une autre façon. Je devais les récupérer. Ce n'était plus une question de sentiment, c'était une manœuvre stratégique. Il fallait que je retourne là-bas, une dernière fois, non pas comme leur fille, mais comme une voleuse. Le plan était simple, basé sur 20 ans d'observation de leurs routines immuables. Le mardi après-midi, ma mère était à son club de lecture, une excuse pour boire du vin blanc avec ses amis et critiquer les gens qui n'étaient pas là. Mon père, lui, passait ses journées dans des réunions désespérées, essayant de sauver son entreprise qui prenait l'eau de toutes parts. La maison serait vide. Conduire le bus jusqu'à la banlieue de mon enfance était surréel. Les rues bordées d'arbres, les pelouses parfaitement entretenues, tout semblait faux, comme un décor de film. La clé que j'avais toujours était encore sous le pot de fleurs près de la porte d'entrée. Une cachette si prévisible que personne ne penserait à y regarder. En entrant, l'air m'a frappé. C'était l'odeur de ma prison, un mélange de nettoyant au citron et du parfum floral entêtant de ma mère. Une odeur de propreté qui cachait toute la saleté. Le silence de la maison était assourdissant. Chaque craquement du plancher résonnait comme un coup de feu. Je me suis déplacée rapidement, sur la pointe des pieds, comme une intruse. Mon corps connaissait le chemin par cœur, mais mon esprit criait au danger. J'ai évité de regarder les photos de famille sur les murs, ces sourires figés qui étaient devenus des grimaces grotesques. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée, un mausolée à la fille que j'avais été. Je n'ai pas pris le temps de m'apitoyer. La destination était le bureau de mon père. La pièce sentait le café froid et la défaite. Le classeur en métal s'est ouvert avec un grincement qui m'a fait sursauter. Mes doigts tremblaient en fouillant dans les dossiers suspendus. La voix. Amélie. C'était là. J'ai attrapé la pochette en plastique contenant les documents qui prouvaient que j'existais.
J'allais la glisser dans mon sac quand mon regard a été attiré par une autre enveloppe, coincée derrière mon dossier. Elle n'avait pas d'étiquette. C'était une vieille enveloppe en papier craft, usée par le temps. La curiosité, cette faiblesse humaine, a pris le dessus. Je l'ai ouverte. Ce n'étaient pas des documents financiers. C'étaient des photos. Des photos de ma mère, Catherine, avec un autre homme. Elles étaient vieilles. Certaines dataient de quand j'étais enfant. Ils riaient, ils s'embrassaient. Ils étaient dans des chambres d'hôtel, sur des plages que je n'avais jamais vues. Sous les photos, il y avait une liasse de lettres, écrites avec l'écriture élégante et penchée de ma mère. Des lettres d'amour passionné, remplies de promesses et de secrets. L'homme sur les photos, je l'ai reconnu avec un haut le cœur. C'était l'associé de longue date de mon père, l'oncle Robert, que je connaissais depuis toujours. La trahison n'était pas un simple vol. C'était les fondations mêmes de cette famille. Un mensonge construit sur des décennies. Ma vengeance, que je croyais si juste et ciblée, semblait soudainement naïve. J'étais en train de démolir une maison qui était déjà pourrie de l'intérieur. Le sol s'est dérobé sous mes pieds pour la deuxième fois de ma vie. C'est à ce moment précis que j'ai entendu le bruit des pneus du char de mon père sur le gravier de l'entrée. Mon sang s'est glacé. Ils étaient rentrés plus tôt. La panique a pris le contrôle, une vague froide et électrique. Sans réfléchir, j'ai tout fourré dans mon sac à dos, mes documents et l'enveloppe en papier craft. Je me suis précipitée hors du bureau et je me suis cachée dans le seul endroit possible, le grand placard du corridor, derrière les manteaux d'hiver qui sentèrent la boule à mythe et le passé. La porte d'entrée s'est ouverte. Leurs voix ont rempli le silence. Elles n'étaient pas calmes. Ma mère parlait, sa voix un sifflement venimeux. « Tu vas trouver une solution, Marc. Je ne vais pas tout perdre à cause de toi et de tes échecs. Je ne vais pas devenir la risée du quartier. » J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'ils l'entendent. J'ai regardé à travers la petite fente de la porte du placard. J'ai vu le visage de mon père, défait, gris. « Comment tu veux que je fasse ?» a-t-il répondu, sa voix brisée. « Il n'y a plus rien, Catherine. On a tout mis dans le mariage, dans l'entreprise. On a même pris l'argent d'Amélie. » Ma mère a eu un petit rire sec, un son qui m'a fait plus mal que n'importe quel cri. Amélie? Elle était un investissement, Marc. Un investissement qui n'a pas rapporté. On passe à autre chose. Ces mots, froids, calculés, ont traversé le bois de la porte et se sont plantés directement dans mon cœur. Un investissement qui n'a pas rapporté. Ce n'était pas de la colère ou de la déception. C'était une ligne dans un bilan financier. C'est tout ce que j'avais jamais été pour elle. Dans l'obscurité puante du placard, la dernière étincelle de doute, la dernière miette de pitié que j'aurais pu ressentir pour eux, s'est éteinte pour toujours. J'ai attendu, immobile, qu'ils montent à l'étage. Puis j'ai glissé hors de la maison, sans un bruit, emportant avec moi non seulement mon identité, mais aussi leur secret le plus sale. L'avalanche que j'avais déclenchée venait de devenir beaucoup, beaucoup plus grosse. Et j'étais maintenant la seule à savoir exactement où elle allait frapper. Le silence qui a suivi mon départ de Boucherville était une arme. Je l'ai utilisée pour me reconstruire, morceau par morceau, dans un demi-sous-sol de Verdun qui sentait la terre humide et le javel. L'enveloppe en papier craft était devenue mon livre de chevet. Je la sortais la nuit sous la lumière blafarde d'une seule ampoule et je regardais les visages souriants de ma mère et de son amant. Ce n'était plus de la douleur que je ressentais, mais une sorte de fascination froide. Je regardais la preuve que toute ma vie avait été un mensonge et je me sentais étrangement calme. La justice légale, avec ses délais et ses papiers, c'était une chose. Mais il y avait une autre sorte de justice, plus rapide, plus intime. J'ai choisi une photo. Une seule. La pire. Celle où ils s'embrassaient dans une chambre d'hôtel, la date bien visible sur un journal posé sur la table de nuit. Je suis allée dans une pharmacie. J'ai utilisé la machine d'impression automatique, payé en argent comptant. J'ai acheté une enveloppe blanche, un timbre. Je l'ai posté, sans adresse de retour, à la maison de Boucherville, à l'attention de Catherine Lavoie. C'était mon premier coup. Pas un coup de poing, un coup de bistouri. J'ai attendu. Pendant 3 jours, mon téléphone est resté silencieux. Je m'attendais à une explosion, à un appel hystérique. Mais il n'y a rien eu. Le silence de l'autre côté était plus terrifiant que n'importe quel cri. Il me disait qu'elle avait reçu le message. Il me disait qu'elle était en train de réfléchir, de calculer. Ma mère n'était pas du genre à paniquer. Elle était du genre à planifier.
La tension montait en moi, un fil de fer qui se serrait autour de mes poumons. Je continuais mes démarches avec l'avocat. Je cherchais un petit job de plonge dans un resto pour survivre. Mais chaque son de voiture dans la rue, chaque pas dans le corridor, me faisait sursauter. Je savais qu'elle allait venir. La question n'était pas si, mais quand et comment. La réponse est arrivée un jeudi soir. Il pleuvait, une de ces pluies froides d'automne qui semblent laver toute la couleur du monde. On a cogné à ma porte. Pas cogné, on a martelé. Le son a vibré dans tout mon petit appartement. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'ai regardé par le Judas. C'était elle. Ses cheveux étaient parfaitement plaqués par la pluie, son maquillage intact. Elle ressemblait à une statue de marbre sous l'averse, mais ses yeux brûlaient. J'ai ouvert la porte, juste assez pour lui parler. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement poussé la porte avec une force que je ne lui connaissais pas, me faisant reculer. Elle est entrée, ses talons hauts cliquant sur mon plancher de prélart usé. Elle a refermé la porte derrière elle, et le clic du loquet a sonné comme une sentence. « Tu te crois intelligente, n'est-ce pas ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse et pleine de venin. Elle a fait le tour de ma seule pièce, son regard plein de mépris pour ma pauvreté, pour mes livres de poche empilés, pour mon matelas par terre. Son regard s'est arrêté sur mon ordinateur portable, posé sur une petite table. Mon seul lien avec le monde, mon seul outil pour ma contre-attaque. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, elle s'est jetée dessus. Elle l'a attrapé et l'a fracassé par terre avec une violence inouïe. Le bruit du plastique qui éclate et de l'écran qui se fissure a été comme une décharge électrique. J'ai crié, plus de surprise que de peur. Elle s'est tournée vers moi, le visage déformé par la rage. « C'est ça que tu veux? La guerre? Tu vas l'avoir, ta guerre. » Elle m'a attrapé par le col de mon chandail et m'a plaqué contre le mur. Le choc a fait tomber un cadre. Tu vas tout annuler. L'avocat, les plaintes, tout. Tu entends? Sinon, je vais te détruire d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Elle m'a relâché aussi soudainement qu'elle m'avait attrapé. Elle a rajusté son manteau, a lissé une mèche de cheveux imaginaire. Son calme était revenu, aussi effrayant que sa rage. Elle m'a regardée, moi, chancelante contre le mur, et les débris de mon ordinateur par terre. Elle a eu un petit sourire. Un vrai, cette fois. Un sourire de victoire pure et cruelle. « On a toujours pris soin de toi, Amélie. C'est dommage que tu ne l'aies jamais compris. » Puis, elle a tourné les talons et elle est partie, me laissant seule dans le silence et le désordre. Je suis restée là, le dos contre le mur froid, le souffle court. J'ai regardé les morceaux de mon ordinateur, le plastique noir brisé, les circuits exposés comme des os cassés. Elle n'avait pas juste brisé une machine. Elle avait essayé de briser mon espoir, de me couper les jambes, de me laisser impuissante. Mais en regardant les ruines, je n'ai pas senti de la peur. J'ai senti une clarté absolue. Le fil de fer autour de mes poumons s'est brisé. La guerre? Elle n'avait aucune idée. Elle venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin, la certitude qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle voulait me détruire? Parfait. Mais j'allais m'assurer de l'entraîner avec moi, jusqu'au fond. Et je n'allais pas la lâcher. Jamais. Le palais de justice sentait la cire à plancher et le désespoir. L'air était froid, immobile, et chaque son, même le frottement d'un manteau, semblait résonner sur le marbre et les murs beiges. Ils étaient assis sur un banc, de l'autre côté du large corridor. Ils avaient l'air plus vieux, comme si les 30 derniers jours leur avaient coûté 10 ans. Marc, mon père, était une ombre, le regard fixé sur ses souliers usés. Chloé était à côté de lui, sa beauté de porcelaine maintenant craquelée par des lignes de fatigue et d'incompréhension. Elle tenait la main de son mari, qui avait l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Et puis il y avait Catherine, ma mère. Elle était la seule qui se tenait encore droite, mais c'était la rigidité d'une statue sur le point de se fendre. Mon avocat m'a donné une petite tape sur le bras et m'a dit d'attendre ici. Il est parti parler avec le leur. C'était le moment. Le moment où ils allèrent devoir faire face aux chiffres, à la réalité froide et dure que j'avais mise en branle. Mon père a levé la tête et nos regards se sont croisés. Il a commencé à se lever, sa bouche ouverte pour dire quelque chose, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé, sans haine, sans pitié. Juste avec un vide immense. Il s'est rassis, vaincu. Chloé a murmuré mon nom, un son à peine audible. Je ne savais pas, Amélie. J'ai secoué la tête,
Un mouvement minuscule. Non, elle ne savait pas. C'était ça, son super pouvoir. L'ignorance confortable. C'est Catherine qui s'est levée. Elle a marché vers moi, le bruit de ses talons un métronome qui comptait les dernières secondes de notre ancienne vie. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle ne m'a pas supplié. Elle s'est arrêtée juste devant moi, si près que je pouvais sentir les restes de son parfum, maintenant acide et ranci. Son visage était un masque de contrôle, mais ses yeux étaient des braises. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle sifflé, sa voix basse pour que personne d'autre n'entende. « À ta propre famille ?» Je l'ai regardée, vraiment regardée, et pour la première fois, je n'ai pas vu ma mère. J'ai vu une structure. Un bâtiment magnifique en apparence, mais avec des fondations pourries, des murs pleins de fissures cachées sous une peinture fraîche. Et j'ai compris que mon travail d'architecte n'avait pas été de construire, mais de démolir, de faire un bilan de ce qui était irrécupérable. « Quelle famille, maman ?» ai-je demandé, ma voix aussi calme que la sienne. Celle qui a utilisé mon avenir comme petit change pour une fête. Celle qui m'a dit que j'étais un investissement qui n'avait pas rapporté. Une lueur de panique a traversé son regard. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des larmes, à de la rage, pas à son propre bilan, récité froidement. « Tu ne comprends rien !» a-t-elle craché. « C'était pour nous protéger, pour garder notre rang. » C'est là que j'ai sorti ma dernière arme. Pas une bombe, juste une clé. Une petite clé qui allait déverrouiller la dernière porte et faire tout s'effondrer. Je me suis penchée vers elle, mon visage à quelques centimètres du sien. « Je comprends tout au contraire », ai-je murmuré. J'ai compris que dans cette famille, tout est un arrangement. Tout est une transaction. J'ai fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. J'ai même compris pour Robert. Le nom, juste le nom, a été plus violent que n'importe quel coup de poing. Le sang a quitté son visage. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu Catherine Lavoie complètement et totalement détruite. Ce n'était pas la perte de la maison ou de l'argent qui l'a brisée. C'était la perte du secret, la perte du contrôle. La réalisation qu'elle n'avait plus aucune arme, plus aucun mensonge pour se cacher. Ses yeux sont devenus vides. C'était le son d'un monde qui s'effondre de l'intérieur, un effondrement silencieux et total. Je me suis reculée. Je l'ai regardée, une dernière fois, cette statue maintenant brisée. « Tu m'as dit que c'était pour la famille », ai-je dit, ma voix retrouvant un volume normal, une finalité qui a coupé l'air. « Tu avais raison. Ceci est une leçon de comptabilité. Pour nous tous. » Elle a continué de me fixer, incapable de bouger. J'ai tourné les talons et je suis partie, sans un regard en arrière. En marchant dans le long corridor, le son de mes propres pas était la seule chose que j'entendais. J'ai laissé derrière moi les ruines, les dettes et les fantômes. La note avait été envoyée. Et elle venait d'être payée. En entier. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. J'ai marché. Loin du palais de justice, loin de leur visage défait, loin de tout ce qui avait été ma vie. Le bruit de la ville, les klaxons, les conversations des passants, tout ça me semblait venir d'une autre planète. J'étais dans une bulle de silence, une bulle de vide. J'avais gagné. J'avais repris ce qui m'appartenait, et j'avais pris tout le reste en même temps. Mais il n'y avait pas de feu d'artifice dans ma tête, pas de soulagement. Il y avait juste le poids de chaque pas sur le trottoir. Je les avais laissés là, des fantômes dans un corridor de marbre, et j'étais devenue un fantôme moi aussi. Une orpheline par choix, une étrangère dans ma propre histoire. Les relations n'étaient pas juste détruites, elles avaient été effacées, comme un plan d'architecte qu'on brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que de la cendre. L'argent est rentré, éventuellement. Pas tout, mais assez. Assez pour payer les dettes que j'avais accumulées en survivant, assez pour payer la première session au cégep. J'avais une pile de billets dans mon compte en banque, une preuve tangible de ma victoire. Mais chaque dollar sentait le brûler. Chaque chiffre sur l'écran était une brique de la maison que j'avais démolie. J'avais gagné le droit de retourner à l'école, mais j'avais perdu mon nom de famille. La voix, ce n'était plus qu'une suite de lettres sur un bout de papier maintenant, vidée de tout son sens, de toute son histoire. Les souvenirs d'enfance, même les bons, étaient devenus radioactifs, impossibles à toucher sans se brûler. La vengeance, ça a un goût de métal et de solitude. C'est un plat qui se mange froid, oui, mais qui te gèle de l'intérieur pour toujours. Je suis retournée au cégep.
Je me suis assise devant une planche à dessin, un crayon à la main, entourée de l'odeur de papier et de bois que j'aimais tant. Mais quelque chose était cassé. La fille qui voulait construire des maisons pour que les familles s'y sentent en sécurité, elle était morte dans le placard de Boucherville, étouffée par l'odeur de la boule à mythe et des mensonges. À sa place, il y avait une experte en démolition. Quelqu'un qui savait exactement où frapper pour que les fondations cèdent, pour que les murs s'écroulent. J'avais gagné ma liberté, mais la solitude, c'est une drôle de prison. Et des fois, la nuit, dans le silence de mon petit appartement, je me demande encore qui a vraiment payé la note la plus chère. C'est drôle, non? J'ai eu ma justice. L'argent est dans mon compte, et je peux de nouveau sentir l'odeur de la poussière de crayon sur une planche à dessin propre. J'ai gagné le droit de construire mon avenir. Mais quand je regarde mes mains, je ne vois plus celles d'une créatrice. Je vois les mains qui ont signé les papiers, qui ont tenu le stylo qui a tout fait s'écrouler. Chaque ligne que je trace aujourd'hui semble être dessinée sur les ruines de la maison de Boucherville. Chaque mesure que je prends est hantée par le son du papier qui se déchire. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais personne ne te dit qu'après, c'est tout ce que tu as à manger pour le reste de tes jours. Je suis libre, mais c'est une liberté qui a le goût des cendres. Au final, ils m'ont appris une chose que je n'oublierai jamais. Une leçon fondamentale qui n'est dans aucun livre d'architecture. Mon premier projet en tant qu'architecte n'a pas été de construire une maison. Ça a été d'en démolir une.